Alors, dans ce chapitre, on va s'intéresser à écrire des méthodes de classe. Vous savez, dans nos programmes, il y a certains bouts de code qui ne cessent d'être répétés. Alors, il est préférable d'encapsuler ce bout de code-là pour nous empêcher de nous livrer aux répétitions. C'est pourquoi les méthodes sont là. Et les méthodes désignent tout simplement les fonctions dans d'autres langages de programmation. Elles permettent d'encapsuler un bout de code qui ne cesse d'être répété dans le programme. Donc, je peux dire que les méthodes servent tout simplement à factoriser notre code. D'accord? Avec les méthodes, on s'empêche de répéter certains bouts de code. Donc, mieux vaut encapsuler ce bout de code-là dans une méthode. Et là où on veut appeler, exécuter ce bout de code, on ne fera qu'évoquer cette méthode-là. Et après, si on veut apporter des modifications ultérieurement, eh bien, on va effectuer la modification que dans un seul endroit. C'est dans la méthode. Et il faut noter qu'il existe, je peux dire, deux catégories de méthodes. Il y a des méthodes natives et nos propres méthodes. Les méthodes que l'on va créer. Les méthodes natives sont rien d'autre que des méthodes qui appartiennent au langage, qui sont venues avec le langage. On en a déjà utilisé certaines, n'est-ce pas? Comme la méthode char-at, vous voyez. Et les méthodes sont encapsulées dans des classes. On crée des méthodes dans des classes, comme par exemple la classe string renferme des méthodes qu'on a pu utiliser. Et c'est l'occasion même, dans ce chapitre, de voir certaines méthodes utiles de cette classe-là string. Mais aussi, on va essayer de découvrir certaines méthodes qui vont nous permettre d'effectuer des traitements mathématiques qui sont encapsulés, réunis dans la classe math. Et après, on va terminer par voir comment créer nos propres méthodes. Et ça c'est l'étape, ça c'est la partie la plus importante. La méthode to lowercase permet tout simplement de mettre une chaîne de caractères tout en minuscule. C'est ça son objectif. On a une chaîne de caractères peut-être tout en majuscule et on veut la rendre en minuscule. Eh bien, on applique la fonction to lowercase sur cette chaîne-là, sur cette variable de chaîne de caractères. C'est très simple. Donc là, on a un exemple, on a créé une variable string qui contient coucou tout le monde. Vous voyez, tout est en majuscule. Et on a aussi créé une autre chaîne vide. Cette chaîne vide va renfermer tout simplement la chaîne en minuscule. Donc, on aura quoi comme résultat? Coucou tout le monde en minuscule. Et notez très bien que cette fonction s'applique sur des lettres alphabétiques, mais pas sur des chiffres. Cette fonction n'aura aucun effet sur les chiffres, parce qu'un chiffre en majuscule ou bien en minuscule, vous ne l'avez jamais entendu. Vous avez saisi. Donc, l'application d'une fonction, c'est très simple. Là, on a créé un objet chaîne de caractères. Eh bien, on appelle cette fonction sur cette chaîne-là. Et cette fonction apportera sa fonctionnalité sur la chaîne. Parce que chaque fonction a une fonctionnalité précise, définie. Chaque fonction accomplit un rôle, une tâche définie. La tâche qu'accomplit la fonction to lowercase, je dis tout en fonction, excusez-moi, la méthode to lowercase, c'est pareil, hein? Mais ici on est en Java. Donc la méthode désigne la fonction. La méthode to lowercase, sa fonctionnalité, c'est de mettre une chaîne de caractères tout en minuscule. Tous les caractères de cette chaîne-là en minuscule. Donc, si la chaîne renferme des chiffres, eh bien, cette fonction s'intéressera uniquement aux lettres alphabétiques. Il y a la fonction to uppercase, qui est le contraire, l'inverse de la fonction to lowercase. Cette fonction permet tout simplement de mettre une chaîne de caractères tout en majuscule. To uppercase, tout en majuscule. Donc là, on applique cette fonction, comme tout à l'heure, sur une chaîne de caractères. Vous voyez, chaîne point to uppercase, et ce qu'elle renvoie, on la stocke dans une autre variable chaîne, appelée chaîne 2. Donc, chaîne 2 va renfermer coucou en majuscule, c'est-à-dire avec tous les caractères en majuscule. Il y a la fonction length, la méthode length plutôt. Il y a la méthode length qui renvoie tout simplement le nombre de caractères présents dans une chaîne de caractères. Donc là, on a créé une chaîne de caractères
ou espace point d'exclamation. Attention, au décompte, les espaces sont pris en compte. Ici, on a créé et initialisé une variable longueur. Donc, la méthode length renvoie en fait un entier qui désigne le nombre de caractères présents dans la chaîne où cette méthode est appliquée. Donc là, longueur est égale à chaîne.length. Ça renvoie 9. Et là, j'aimerais vous donner un exemple. Voilà, à travers l'Eclipse. Donc là, je vais créer une chaîne de caractères. String, je vais l'appeler peut-être texte égale. Et là, je vais passer par l'autre méthode de création d'une chaîne de caractères. Je vais au marché. Point. Et là, je vais créer une variable que je vais appeler nombre caractère. Voilà. Je vais l'initialiser à 0. Ou bien je peux mettre directement égal texte.length. Voilà. Et là, je me sers de 6out.println pour afficher le nombre de caractères. Donc, je peux dire le nombre de caractères. Je veux être un peu bavard. Présent dans 2 points. Plus texte. Plus. Je vais aller à la ligne. Et 2 points. Plus. Nombre caractère. Voilà. Et là, j'exécute le nombre de caractères présents dans je vais au marché est 18. Et si je compte 1, 2, 3, on compte les espaces 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Non, attends, c'est ce texte-là. Je me suis trompé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et le point, et ça fait 18. Donc, cette chaîne de caractères renferme 18 caractères. Aussi simple que ça. Donc, c'est comme ça qu'on manipule les méthodes des objets. Il y a aussi la méthode equals qui sert de tester, de comparer deux chaînes. J'avais dit que concernant les chaînes de caractères, on n'utilise pas l'opérateur d'égalité, les doubles égales là. Non, on ne les utilise pas. À la place, on utilise la méthode equals, qui est la méthode de l'objet string. Donc, un exemple, là, on a deux chaînes de caractères, string 1 et string 2. Donc, pour vérifier si ces deux chaînes de caractères renferment la même chaîne, autrement dit, sont identiques, eh bien, on évoque l'un des objets, point, equals, string 2. Donc, ça veut dire quoi? Je compare la chaîne string 1 par la chaîne string 2. On applique la méthode equals sur la chaîne et on évoque l'autre chaîne ou bien une valeur à comparer avec la chaîne où on a appliqué cette fonction, cette méthode equals. Et là, j'ai utilisé une condition parce que cette fonction equals, en fait, cette méthode equals, en fait, renvoie un booléen, c'est-à-dire true ou false. Si ça renvoie true, ça veut dire que la condition de if est remplie. Eh bien, j'affiche les deux chaînes sont identiques. Sinon, j'affiche les deux chaînes sont différentes, ne sont pas identiques. Un exemple. Là, je vais créer deux chaînes string str1 qui est égal à bonjour virgule str2 qui est égal à bonjour avec b minuscule. Là, je vais faire la comparaison if string 1 point equals
Ouais. Il y a equals, il y a aussi equals ignore case. Peut-être j'aurai l'occasion de vous montrer leur différence. Et là, j'affiche quoi? 6 out. Les chaînes sont identiques. Else, sinon, 6 out. Les chaînes ne sont pas identiques. Vous avez saisi. Donc, c'est très simple. Si j'exécute le programme, normalement, j'aurai les chaînes ne sont pas identiques. Les chaînes ne sont pas identiques. Pourquoi? Parce que j'avais dit que le Java est un langage qui est sensible à la casse, qui sait faire la différence entre le majuscule et les minuscules. Et là, on a bonjour avec B majuscule. Et là, dans str2, on a bonjour avec B minuscule. On peut aussi effectuer une comparaison tout en ignorant les casses. Dans ce cas, on va utiliser l'autre variante de equals qui est equals ignore case. Est-ce que vous avez saisi? Ignore case. On ignore la casse. Dans ce cas, il y a égalité. Les chaînes sont identiques. Aussi simple que ça. Alors, si on veut tester l'inégalité, on se sert du point d'exclamation. Vous voyez, l'opérateur d'inégalité, c'est point d'exclamation égal. Vous en souvenez? Et bien là, pour tester si les chaînes ne sont pas égales, alors je précède cette condition par le point d'exclamation. Aussi simple que ça. Et là, qu'est-ce qu'il m'affiche? Il m'affiche les chaînes ne sont pas identiques. Parce que là, je devais faire une modification. Ne sont pas. Je dois mettre ne sont pas identiques ici, à cet endroit. Parce que j'ai utilisé la négation. Ça veut dire quoi? Si les chaînes ne sont pas identiques, tout en ignorant leur casse. Et là, ce n'est pas le cas. Les chaînes sont bel et bien identiques. Donc, je dois avoir l'exécution de l'instruction qui se trouve dans la clause else. Les chaînes sont identiques. Il y a la méthode chat. Là, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on a déjà vu. On l'a vu à maintes reprises même dans des chapitres. Donc, chat renvoie tout simplement les caractères d'une chaîne de caractères en se basant sur l'indice qui est donné en paramètre, en argument. Donc là, nombre.chat4, on renvoie le caractère qui se trouve à l'indice 4. Et tout en sachant que on commence par l'indice 0. Donc là, ça va renvoyer 0, 1, 2, 3, 4. Ça va renvoyer 5. Le caractère 5. J'avance rapidement. Il y a aussi la méthode substring. La méthode substring prend deux paramètres. Deux arguments si vous voulez. L'un désigne la position du premier caractère inclus. Le deuxième paramètre, ou bien le deuxième élément, désigne la position du dernier caractère inclus. Donc, substring permet tout simplement d'extraire une chaîne de caractères dans une chaîne de caractères. Est-ce que vous avez saisi? Parce qu'une chaîne de caractères peut être une chaîne de caractères, peut être la composition de plusieurs chaînes de caractères. La est une chaîne de caractères, P est une chaîne de caractères, niche est une chaîne de caractères, mais aussi la P niche est une chaîne de caractères. Donc, substring permet tout simplement d'extraire un mot ou bien une suite de caractères ou bien un caractère même dans une chaîne de caractères. Et là, l'indice du premier caractère à extraire, on le met en premier paramètre. Et cet indice-là va inclure le caractère. Et le deuxième paramètre, c'est le dernier caractère à mettre, l'indice du dernier caractère qui est exclu. Ça veut dire quoi ici? Si on met chaîne.substring 3, 13, on commence par le caractère 3. On extrait à partir du caractère 3. L, c'est 1, 0, 1, 2, 3. Le caractère qui correspond à l'indice 3, c'est P.
c'est le P là. Maintenant, on extrait à partir du troisième caractère jusqu'au 13e caractère en excluant le 13e caractère. Ça veut dire quoi? On va récupérer jusqu'au 12e caractère parce que le dernier caractère est exclu. Donc, on compte. Ça, c'est le troisième caractère. 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et le 13. Il n'y a pas de 13e caractère ici. C'est pourquoi on a mis 13. Du coup, on va récupérer péniche. Est-ce que vous avez saisi? On va récupérer péniche. Parce que le 13e caractère est exclu. Donc, on va récupérer à partir du 3e caractère jusqu'au 12e caractère. C'est pourquoi on a récupéré péniche. Si on voulait récupérer la P tout court, là, le L, on va commencer par L. Donc, le L correspond à l'indice 0. Donc, on va mettre 0 à la place de 3. Et quoi? Je compte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. X, c'est le 6e caractère. Donc, si je mets 6, je ne vais pas récupérer X. Parce que le deuxième argument est exclu. Donc, vous allez mettre le 7e caractère, l'espace. Du coup, cette fonction me renverra la P. Cette méthode renvoie en fait substring. La méthode substring renvoie une chaîne. Une suite de caractères extraite d'une chaîne de caractères. Donc là, par exemple, je fais un petit exemple. Bonjour tout le monde. Et là, je veux récupérer tout simplement tout le monde. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je peux créer une autre variable pour stocker tout le monde. Comme ça. Donc, je vais mettre chaîne égale str1.substring. Voilà. Je vais commencer à partir de ce T-là. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À partir du 8e caractère. Pas du 8e caractère, mais au caractère de l'indice 8. Et le T, c'est 8. Alors, O, 9, 10, 11, l'espace 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le E correspond à l'indice 20. Je veux récupérer le E. Donc, je vais mettre ici 21. Parce que l'indice du dernier caractère est exclu. Est-ce que vous avez saisi? Et là, si je tente d'afficher ma chaîne, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? Tout le monde. Mais si j'avais mis 20, parce que le E correspond à l'indice 0, à l'indice 20. Si j'avais mis 20, je n'aurais pas tout le monde, j'aurais tout le monde. Voyez? Parce que le dernier caractère est exclu, doit être exclu. Vous avez saisi? C'est ça en fait comment fonctionne la méthode substring. Continuons. Voilà, donc on va terminer avec ces deux méthodes concernant la classe string, les chaînes de caractères, les méthodes qu'encapsule la classe string. Donc il y a les méthodes indexOf et lastIndexOf. IndexOf en fait renvoie la position d'un caractère, autrement dit l'indice d'un caractère. Mais à partir du début, c'est-à-dire de gauche à droite, à partir du début, c'est-à-dire ici, à partir du début. Et lastIndexOf, c'est l'inverse. C'est à partir de la fin. Donc indexOf et lastIndexOf renvoient l'indice d'un caractère ou bien d'une sous-chaîne de caractères. L'index of, et la différence est que index of renvoie
renvoie l'indice, la position du caractère à partir du début. À partir du début. Et last index of, non, je me suis un peu trompé. Index of et last index of renvoient tout simplement l'indice du caractère ou de la sous-chaîne ou bien de la chaîne de caractères ou bien sous-chaîne de caractères. Mais pour index of, l'index of commence le décompte à partir du... Non, commence la vérification de la chaîne ou bien du caractère à rechercher à partir du début, à partir d'ici, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Par contre, last index of commence la recherche à partir de la fin jusqu'au début, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Exemple, par exemple, le T, index of T. Si on dit index of T, va renvoyer le premier T. Parce qu'on va commencer ici. Il va vérifier A, N, T, A. On voit T ici. Et il renvoie l'index qui correspond à ce T-là. Si on met last index of, ça commence ici à vérifier le caractère T. Last index of vérifie la présence du caractère ou bien de la chaîne mentionnée en paramètre à partir de la fin de la chaîne. Donc c'est l'inverse. Donc ça commence par ici. Et là immédiatement il tombe sur T. Mais attendez, il ne va pas renvoyer 0. Mais ici ce T correspond à quel indice? À l'indice 24. Parce qu'anticonstitutionnellement est une chaîne de 25 caractères. Donc ici ce dernier T c'est l'indice 24. Si on veut chercher l'indice qui correspond à la chaîne TI, c'est-à-dire T, en utilisant index of, là, on aura, voyez, on va commencer ici, notre recherche, on parcourt. Là, il y a T, sa position, ça correspond à 2, parce qu'on renvoie l'indice du premier caractère de la sous-chaîne à rechercher. Est-ce que vous avez saisi? Donc, on renvoie T. Si on met last index of T, là, on commence ici. À la fin, notre parcours, on va vérifier. Ah, il y a le T ici. On renvoie l'indice de ce T qui est 12. Parce qu'on compte 1, 2, 3, 0 plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voyez, vous avez saisi. Donc c'est comme ça en fait. L'index of et last index of renvoient l'indice d'un caractère ou bien d'une sous-chaîne de caractères. La différence est que le T, l'index of plutôt, fait la recherche à partir du début de la chaîne. Par contre, last index of fait la recherche à partir de la fin de la chaîne. Est-ce que vous avez saisi? Voilà. Maintenant, intéressons-nous à quelques méthodes de la classe maths. Donc, la classe maths permet tout simplement de faire des traitements mathématiques. Ben, nous, on n'est pas mathématiques. Hein. On n'est pas mathématiciens plutôt. Mais quand même, cette classe est mise en notre disposition pour effectuer quelques traitements mathématiques. Par exemple, pour savoir le cosinus d'un angle, le sinus d'un angle, etc. Et même que pour avoir un nombre aléatoire. Pour avoir un nombre aléatoire. Comme ici, random. La fonction random permet d'avoir un nombre aléatoire. Ça retourne un nombre aléatoire compris entre 0 et 1. Comme 0,00013, etc. Il y a la fonction, la méthode sinus, cosinus, tangent, abs, qui renvoie la valeur absolue d'un nombre qui est passé en argument. Il y a le POW qui renvoie la puissance d'un nombre, etc. Est-ce que vous avez saisi? Donc, il y a plein de méthodes, hein? Plein de méthodes mathématiques
qui se trouve dans la classe math. Donc là, on n'a pas besoin d'importer la classe math parce que la classe math se trouve dans la librairie Java Lang. Donc j'avais dit dans une vidéo, dans un chapitre, que on importe toutes les classes qui ne se trouvent pas dans la librairie java.lang, alors que la classe math se trouve dans la librairie java.lang. Du coup, on n'a pas besoin de l'importer. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, peut-être, je vais vous donner un exemple avec la méthode random. Là, je peux... Mais attendez, toutes les méthodes de cette classe-là renvoient des doubles. Donnent des résultats de type double. Toutes ces méthodes. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer, par exemple, nombre, double, nombre, point virgule, et là, je vais mettre nombre est égal à math.random. Donc déjà, si je mets math. Il me suggère toutes les fonctions qui se trouvent dans la classe math. C'est des dizaines de fonctions. Là, je vais appeler la fonction random. Voilà, je vais mettre 6 out. Mon nombre, comme ça. J'exécute, il m'affiche un nombre. Si j'actualise, il m'affiche un autre nombre qui est différent. Donc c'est ça en fait, un nombre aléatoire. On peut s'en servir aussi pour avoir un nombre qui doit être compris entre 0 et 100, par exemple. 0 et 100. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par 100, tout simplement. Ou bien 0 à 10, on va multiplier par 10, etc. C'est comme ça qu'on fait. Il y a aussi une méthode floor qui permet d'arrondir. Ça n'apparaît pas ici. Donc là, si vous tapez, par exemple, au niveau de Google, Java, espace, la classe math, il va vous suggérer la documentation qui concerne la classe math. Donc la liste de toutes les méthodes qui existent dans la classe math. Et vous pourrez vous en servir si vous êtes vraiment intéressé. Alors, maintenant, c'est bien beau d'utiliser les méthodes natives de Java, mais quand même, il est beaucoup plus beau de pouvoir créer nos propres méthodes. Et pour créer nos propres méthodes, il y a des syntaxes à obéir. Donc là, je vous ai donné un exemple d'une méthode somme qui permet d'effectuer la somme de deux nombres. Alors, ce que vous avez là, public n'est rien d'autre que la portée de la méthode. On va y revenir lorsqu'on va aborder la programmation orientée objet. Donc, un peu de patience. Statique. Ici, on va y revenir aussi avec le mot clé statique. On va y revenir. On est d'accord? Il y a int. Le int désigne tout simplement le type de renvoi, autrement dit le type de retour de la fonction de la méthode somme. Le type du résultat de la méthode somme. Est-ce que vous avez saisi? Donc la somme de deux entiers renvoie un résultat entier. Eh bien, ce type de ce résultat-là, on le met ici, int. Si c'était double, on mettra double. Si c'était float, on mettra float. Donc int désigne tout simplement le type de retour de la méthode somme, le type de résultat. Somme, c'est le nom de la méthode. C'est le nom avec lequel on appelle notre méthode. On évoque notre méthode. Est-ce que vous avez saisi? Int A, int B sont en fait constituent des arguments de notre méthode. Des informations, autrement dit des variables avec lesquelles notre fonction, notre méthode travaille. Est-ce que vous avez saisi? Donc notre méthode a besoin de deux variables, de deux arguments pour pouvoir effectuer la somme. Pour pouvoir accomplir son rôle, sa tâche qui est le fait de calculer la somme de deux entiers. Donc forcément, cette méthode a besoin de ces deux entiers-là. Donc les informations que la méthode a besoin constituent, les informations dont la méthode a besoin constituent des arguments ou bien des paramètres de cette méthode-là. Return, c'est l'instruction qui permet de retourner le résultat.
Est-ce que vous avez saisi? Donc, pour retourner un résultat, le résultat d'un calcul, on utilise return, l'instruction return. On met return, on retourne le résultat. Donc là, je pourrais créer une variable à l'intérieur de la méthode que j'appelle résultat pour stocker le résultat de ce calcul-là. Dans ce cas, le résultat sera égal à A plus B. Et après, à la place de return A plus B, je vais mettre return résultat. Pour simplifier un peu, j'ai mis directement l'opération dans l'instruction return. Return A plus B directement. Est-ce que vous avez saisi? Donc ça, c'est la création d'une méthode. Si on exécute ce programme, rien ne se passe. Par exemple là, mais attendez, on crée une méthode dans une classe. Certes, mais pas dans une méthode, dans une autre méthode. On ne peut pas avoir des méthodes imbriquées. Donc, notre méthode là, notre méthode somme, on va la créer en dehors de la méthode main. Donc, on crée les méthodes les unes après les autres. Les unes après les autres. Donc, cette méthode-là, je vais la créer ici. Public static int sum int a virgule int b. Et là, j'ouvre les accolades. Qu'est-ce que c'est que ça? Et comment faire pour mettre les accolades? Voilà, j'ouvre les accolades. Une méthode renferme en fait des instructions qui leur permettent d'accomplir une tâche précise. Et ces instructions sont délimitées par des accolades. Donc là, comme je l'ai dit, je peux créer une variable que j'appelle résultat qui stocke le résultat. A plus B. Et là, je vais mettre return résultat. Comme ça, et il n'y a plus d'erreur. Donc, cette méthode renvoie un résultat. On peut avoir, comme on va le voir, des méthodes qui ne renvoient rien. Dans ce cas, à la place de int, on va mettre void. V-O-I-D. Void. Maintenant, si j'exécute ce programme, rien ne se passe. Certes, j'ai créé la fonction, la méthode, mais je ne l'ai pas évoquée. Donc, pour l'évoquer, on l'évoque dans la classe, dans la méthode main. Alors, je peux anticiper un peu. Donc, pour évoquer une méthode, c'est très simple. On met son nom, suivi des parenthèses, dans lesquelles on met éventuellement on met des arguments éventuels. C'est-à-dire, les arguments sont optionnels. On peut avoir une méthode qui est dépourvue d'arguments. Mais si cette méthode doit avoir des arguments, eh bien, on fait comme ça. Comme par exemple, je dois additionner 5 et 7. 5,7. Comme ça. Et là, je dois créer une variable qui stocke le résultat. Int. Eh bien, la variable qui stocke le résultat d'une méthode doit être du même type que la méthode. Donc, je vais mettre int résultat égale comme ça. Et là, je peux afficher le résultat à travers système out println. Comme ça. Résultat. J'exécute. J'aurai comme résultat 12. Et là, je me suis fatigué pour rien à créer des variables. Là, je pourrais mettre le résultat directement ici, au niveau de l'instruction return. L'opération plutôt directement au niveau de l'instruction return. Donc là, ici, il y a une priorité. On fait l'addition. Après, on retourne le résultat de l'addition. Et là aussi, je pourrais appeler cette méthode directement dans la méthode println, comme ça. Vous avez saisi. J'exécute. J'aurai le même résultat. Là, je me suis passé de créer des variables futilement afin de réserver un peu d'espace. Est-ce que vous avez saisi? Donc, c'est comme ça. Vous voyez ici la méthode main, qui est une méthode un peu particulière parce que c'est une méthode qui constitue l'entrée
la porte d'entrée d'une application, une application ne peut pas être dépourvue de la méthode main. Parce que c'est le point de départ de l'application. Tout s'exécute au niveau de la méthode main. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, si notre méthode ne retourne rien, on va mettre void comme ici. Là, on peut changer, on peut écrire notre méthode autrement en faisant de telle sorte que cette méthode ne renvoie rien, void ici. Dans ce cas, il n'y aura pas la présence de return. Je vais mettre system out, println, directement la somme A plus B. Donc, cette fonction, dans ce cas, je vais enlever ça. Cette fonction ne se contente pas seulement à effectuer la somme de deux entiers, mais aussi de l'afficher. Est-ce que vous avez saisi? Si j'exécute, j'ai la même chose, j'ai toujours 12. Toujours 12. Si la méthode ne renvoie rien, alors lors de son évocation, on ne va pas créer une variable pour stocker ce qu'elle renvoie, parce qu'elle ne renvoie rien. On va juste appeler la méthode comme ça. Tout court. Revenons un peu à nos diapositives. Donc voilà, c'est comme ça. Donc ici, int, qui est le type de retour, dépend tout simplement du type de ce que renvoie la méthode. Si la méthode renvoie un float, à la place, on va mettre float. Si la méthode renvoie une chaîne de caractères, on va mettre chaîne, etc. Donc là, on peut dire qu'il existe trois types de méthodes. Il y a des méthodes qui ne renvoient rien, comme on l'a vu. Il y a des méthodes qui renvoient des types primitifs, comme on l'a vu aussi avec le int, la somme qui renvoie un type primitif int. Il y a aussi des méthodes qui renvoient des objets, comme par exemple une chaîne de caractères, ou bien un objet que l'on va créer lorsqu'on va aborder la programmation orientée objet. Maintenant, on va essayer de mettre en place une méthode qui permet de parcourir un tableau de chaîne de caractères. Vous verrez que c'est très simple. Parce que, par exemple, au cours du programme, on peut amener à parcourir 10 tableaux, par exemple, ou bien 20 tableaux. Alors là, si on répète à chaque fois les instructions, la boucle for, les instructions qui permettent de parcourir un tableau, à chaque fois, ça serait très difficile et c'est très déconseillé. C'est pourquoi il est préférable de créer une méthode spéciale pour parcourir, pour la fonctionnalité du parcours d'un tableau de chaîne de caractères. Est-ce que vous avez saisi? Donc là, je crée ma méthode parcourir tableau, que j'appelle parcourir tableau. Vous voyez ici, j'ai mis void statique. En réalité, les méthodes statiques, en réalité, les méthodes qui cohabitent, qui se trouvent dans la classe main, c'est-à-dire dans la classe qui renferme la méthode main, doivent être statiques. Doivent être statiques comme celui-là, celle-là plutôt. Les méthodes qui se trouvent dans la classe main, pourquoi on l'appelle classe main? Parce que c'est la classe qui renferme la méthode main, cette méthode-là, qui est le point de départ d'une application, d'un programme. Eh bien, toute méthode qui se trouve dans la classe main doivent être statiques. Même la méthode main est statique, vous voyez. Donc voilà, donc on a notre méthode parcourir tableau qui prend en paramètre, en argument, un tableau. Le tableau à parcourir. Et là, vous voyez les instructions qui permettent de parcourir un tableau. Donc là, pour parcourir ce tableau-là, on a déjà créé notre méthode. Si on exécute ce programme, rien ne se passe. Certes, on a créé la méthode, mais on ne l'a pas évoquée. Pour se profiter d'une fonction, d'une méthode, il faut l'évoquer. Là, on l'évoque. Parcourir tableau. Et on lui passe en paramètre notre tableau de chaîne de caractères. Tab. Vous voyez, et là, si on exécute, on aura le parcours de ce tableau-là. Mettons ça en application. Donc là, je vais créer un tableau de prénom. Je vais l'appeler prénom. Comme ça. Je vais mettre S à prénom. Et là, je vais mettre entrée. J'ouvre les accolades. Je mentionne, par exemple, prénom Babacar, virgule, prénom Fatou,
virgule, prénom Astou, virgule, prénom Modou. Voilà, je ferme les accolades. Donc là, j'ai mon tableau. OK. Je ne vais pas enlever cette méthode-là. Parce qu'une classe peut renfermer plusieurs méthodes, comme on l'a su. Je vais créer ma méthode. Je vais écrire statique, void. Cette méthode ne renvoie rien. Parce qu'elle permet de parcourir un tableau. Void, comment je vais l'appeler? Parcourir tableau. Comme ça. Et cette méthode prend en paramètre un tableau de chaîne de caractères, comme ça. Void, tab. J'ouvre les accolades. Et là, à l'intérieur de la fonction, je mentionne les instructions de la fonction. Comme ça, je vais utiliser ce type string. Je peux changer le nom en mettant str. Voilà, et là, je vais mettre sysout. Str tout court. J'enregistre. Et là, comme je l'ai dit, si j'exécute ce programme, rien ne se passe. J'ai créé les méthodes, mais je ne les ai pas évoquées. Donc, je vais évoquer la méthode parcourir tableau, voyez. Parcourir tableau, pronom. Et me sujet ça automatiquement. J'enregistre, exécute. Ah, c'est génial, c'est magique, non? Voyez, Babacar, Fatou, Astou, Modou. Alors là, si je veux encore parcourir d'autres tableaux de chaîne de caractères, ça ne posera pas de problème. Je ne vais pas répéter ce bout de code-là plusieurs fois. Parce que je l'ai encapsulé dans une méthode que j'appelle parcourir tableau. Vous voyez l'avantage des méthodes. Ça permet de factoriser le code. Donc, c'est très simple. Là, si je veux, je peux écrire cette méthode de parcourir tableau autrement. En parcourant le tableau, en mettant tout son contenu dans une chaîne de caractères. C'est possible. Et là, ma méthode retournera une chaîne de caractères. Dans ce cas, je peux appeler la méthode toString, par exemple. toString qui prend en paramètre un tableau. Et là, il va stocker les éléments du tableau un à un dans une chaîne. Et après, je retourne la chaîne. C'est comme ça. Donc ici, dans la fonction, j'ai créé une variable. Dans la méthode, j'ai créé une variable retour, qui est une chaîne de caractères. Et là, je parcours le tableau. Et chaque élément, qui est une chaîne, je l'ajoute à la variable retour, qui est une chaîne. Vous avez vu ici, plus égal. Quelque part, on incrémente. On concatène. C'est la concaténation. Et là, désigne l'espace, le saut de ligne. C'est un caractère spécial. Anti/n permet d'effectuer un saut de ligne. Slash, pas anti/, mais c'est slash plutôt, /n. /t permet de faire une tabulation. Est-ce que vous avez saisi? Et là, je retourne ma variable. Donc, cette méthode renvoie une chaîne de caractères. C'est pourquoi ici, j'ai une chaîne de caractères. Est-ce que vous avez saisi? Et là, encore, rien ne se passe si je n'ai pas évoqué la méthode. Voyez, j'ai évoqué la méthode directement dans la méthode println. Je pourrais créer une variable qui stocke le résultat, ce que renvoie cette méthode. Mais je préfère l'appeler directement dans le système out println. Voyez. Donc, je pense que c'est très simple. C'est très facile. Alors, je pense que ce n'est pas la peine d'effectuer cette pratique sur Eclipse. Avançons. Maintenant, intéressons-nous à ce qu'on appelle la surcharge de méthode. Là, on a mis en place une méthode qui permet de parcourir un tableau de chaîne de caractères. Maintenant, si je veux parcourir un tableau d'entier, ou bien un tableau de double, ou bien un tableau de float, ou bien un tableau de caractères tout court, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être je suis obligé à appeler chaque méthode un autre nom, un nom spécifique. Par exemple, parcourir tableau string pour parcourir un tableau de chaîne de caractères, parcourir tableau int ou bien entier pour parcourir un tableau d'entier, parcourir tableau double pour parcourir un tableau double, etc. Et ça peut être compliqué, ça peut créer des confusions et c'est un peu laid en fait.
heureusement, en Java, il existe ce qu'on appelle la surcharge de méthodes. Ça veut dire quoi? On peut avoir des méthodes de même nom. J'ai dit des méthodes de même nom. Donc, on peut avoir autant de méthodes parcourir tableau. Mais attendez, ces méthodes se diffèrent sur leurs paramètres. Ces méthodes se diffèrent au niveau de leurs paramètres. Soit au nombre de leurs paramètres ou bien au type de leurs paramètres. Donc là, vous voyez dans cet exemple, on peut avoir deux méthodes que l'on appelle parcourir tableau. Mais ces méthodes-là, en réalité, ne sont pas identiques. Elles portent le même nom. C'est ça ce qu'on appelle la surcharge. Mais observez bien leurs paramètres. Elles se diffèrent au niveau des types de leurs paramètres. Donc ces méthodes, la machine virtuelle Java les considère comme des méthodes différentes, malgré elles ont le même nom. C'est ça ce qu'on appelle la surcharge de méthodes. On utilise des méthodes de même nom, mais quand même qui se diffèrent au niveau de leur nombre de paramètres ou bien de leur type de paramètres. Chacune de ces méthodes-là ont le même nom, mais aussi ont le même nombre de paramètres. Mais ces paramètres-là se diffèrent au niveau de leur type. Parce que là, on a eu un tableau de chaîne de caractères. Et là, cette méthode reçoit un tableau d'entiers. C'est ça ce qu'on appelle la surcharge de méthode. On peut aussi voir ici. Là, on a créé un tableau, une méthode pour parcourir un tableau de chaîne de caractères. Ici, on a créé une autre méthode pour parcourir une chaîne d'entiers. On peut aussi créer une autre méthode pour parcourir un tableau multidimensionnel, comme ici. String, on a mis crochet, double, 2 fois le double crochet. Est-ce que vous avez saisi? Donc ici, qu'est-ce qui change? C'est le changement s'effectue au niveau des paramètres. Soit c'est le nombre de paramètres qui change, comme ici, vous voyez, on a 2 paramètres. Soit c'est le type des paramètres qui changent. C'est ça ce qu'on appelle la surcharge de méthode. Donc ces méthodes possèdent le même nom. Et vous trouverez l'importance lorsqu'on évoque ces méthodes-là. Donc là, vous voyez, on a toujours parcourir tableau. Et pourtant, ces fonctions ont des rôles différents. Ces méthodes ont des rôles différents. Ce premier parcourir tableau-là, cette première méthode parcourir tableau, là, cette méthode parcourt un tableau de chaîne de caractères. Vous voyez ici, tabstring. On lui passe en paramètre tabstring. Et là, parcourir tableau, c'est une méthode qui parcourt un tableau d'entiers. Voyez, on lui passe tabint. Voyez, un tableau d'entiers. L'autre méthode parcourt un tableau à 2 dimensions. Un tableau à plusieurs dimensions. Un tableau de chaîne de caractères à plusieurs dimensions. Voyez, c'est pourquoi on lui a passé le paramètre tabstring2. Alors que ces méthodes ont le même nom. Donc, la JVM, la machine virtuelle Java, ne va pas se tromper. Attention, elle va voir tout simplement le type de l'argument qui est passé en paramètre. Il va s'intéresser au type d'argument et au nombre d'arguments pour pouvoir évoquer la méthode adéquate. Est-ce que vous avez saisi? Aussi simple que ça. Alors, faisons un exemple. Là, faisons un exemple. Parcourir tableau, j'ai déjà créé un tableau. Parcourir tableau, n'est-ce pas? Je vais créer un autre. Donc là, je vais effectuer copier-coller. Si je copie-colle, vous verrez que Java n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que là, pour Java, ces méthodes sont identiques. Elles ont le même nom. Elles ont aussi le même nombre de paramètres, ainsi que le même type de paramètres. Java n'aime pas ça. Ça, ce n'est pas la surcharge. Il faut que ces méthodes se diffèrent au niveau de leurs paramètres. Soit au niveau de leur type,
au niveau des types de leurs paramètres ou bien au niveau de du nombre de leurs paramètres. Donc là, je vais changer string par int. Ah, et le problème est résolu. Et là, il faut que je change int. Tab, c'est tout. Vous voyez, je peux mettre une autre méthode string qui permet de parcourir par exemple un tableau multidimensionnel. Hop, tap, là je vais mettre char. Voilà, char tableau. Et là, couper, je vais mettre un autre for parce que c'est un tableau à plusieurs dimensions. Voyez ça. Donc là, le type sera ça tout court. Et là, je vais mettre str. Je colle à la place de ça. Je vais mettre, bon, je vais l'appeler car, caractère, au lieu de cs. Donc, vous avez saisi. Donc là, on a mis 3 méthodes surchargées. L'une permet de parcourir un tableau de chaîne, l'autre permet de parcourir un tableau d'entier, l'autre permet de parcourir un tableau de caractères multidimensionnel. Un tableau multidimensionnel de caractères. Voilà. Maintenant là, dans ma méthode main, j'ai déjà un tableau de chaîne de caractères. Je vais créer un autre tableau. Par exemple ici int. Je vais appeler âge. Crochet. Égal. Je vais mettre des âges. Par exemple 24, 30, 23, 79. Voilà, je peux fermer. Point virgule. Et un autre tableau. Chat. Comme ça. Je l'appelle caractère. Hop. Caractère comme ça. Égal. Vous voyez. Encore, je ferme. Virgule, j'ouvre, je ferme. Je ferme après. Là, je vais mettre des caractères comme ça. A, virgule, B, virgule, C. Et là, je peux mettre D, virgule, E, virgule, F. Je mets point virgule. Vous avez saisi. Là, j'utilise toujours parcourir tableau. Parcourir tableau. Et là, je vais donner l'exemple de caractère, oui, comme ça. Après, parcourir tableau, int, âge. Vous avez saisi. Donc là, on a parcourir tableau, parcourir tableau, parcourir tableau. C'est ça, en fait, la surcharge de méthode. Donc, on a créé une fonctionnalité, si vous voulez. On va créer une méthode, ou bien des méthodes qui permettent de faire des choses différentes et qui portent le même nom. Voilà. Cette première méthode permet de parcourir des chaînes, l'autre des caractères, l'autre des entiers. Si j'exécute, j'aurai quoi? Voyez. J'ai l'affichage des chaînes, après l'affichage des caractères, après l'affichage des entiers. C'est ça ce qu'on appelle la surcharge de méthodes. Ici, ces méthodes, comme je l'ai dit, pour JVM, pour la machine virtuelle Java, sont différentes. Pourtant, elles possèdent les mêmes noms. Pourquoi elles sont différentes pour la JVM? Parce qu'en réalité, ces méthodes-là n'ont pas la même signature. Qu'est-ce qu'on appelle signature? C'est tout ça qu'on appelle signature.
signature peut être la portée, le type de retour, le nom de la méthode ainsi que l'ensemble des arguments. Si on considère les signatures, eh bien, ces méthodes sont différentes. Elles se diffèrent au niveau de leurs arguments. Aussi simple que ça. Là, parcours de tableau ici, je pourrais ajouter, par exemple ici, je pourrais ajouter un autre argument, int par exemple i, sans problème. Et j'exécute. J'aurai toujours le même. Attendez. J'ai commis une erreur quelque part. Hein. Voilà, l'appel ici. Je vais mettre 1, 2 par exemple. Donc, si on a créé une méthode avec 2 arguments, lors de l'évocation de la méthode, lors de l'appel de la méthode, il faut renseigner ces 2 arguments-là. Si on avait une méthode sans argument, il ne faut pas mettre d'argument lors de l'évocation de la méthode. Est-ce que vous avez saisi? Voilà. Donc, vu que toutes ces méthodes-là ne renvoient rien, eh bien, on se contente de les évoquer tout simplement. On n'a pas besoin de créer une variable pour stocker ce qu'elle renvoie, vu qu'elle ne renvoie rien du tout. Donc, voilà, c'était tout pour ce chapitre. Bon, j'espère bien qu'il est un peu long, mais quand même, c'est un chapitre très intéressant. Donc, avec ça même, on a entamé nos pas vers la modularité. C'est le fait de bien structurer nos codes. Et là, si on parvient à bien factoriser nos codes, quand même, déjà, on a mis un pas vers la modularité, vers la bonne structuration de nos codes. Alors, ce qu'il faut retenir ici de ce chapitre est qu'une méthode permet tout simplement de factoriser le code. On encapsule dans une méthode un morceau de code qui ne cesse d'être répété dans le programme. Donc, les méthodes nous permettent tout simplement de ne pas nous livrer aux répétitions qui peut entraver, qui peut rendre difficile la maintenance après, lorsqu'on veut effectuer des modifications ultérieurement. Voilà. Et une méthode peut renvoyer un résultat ou bien peut ne pas renvoyer un résultat. C'est pourquoi on a 2 types de méthodes. Une méthode qui ne renvoie rien, une méthode qui renvoie un type primitif, une méthode qui renvoie un objet comme string. C'est saisi. Voilà. Donc, on s'est